Si tu nous écoutes, c'est que tu veux devenir entrepreneur de ta vie et la vivre selon tes termes. Avec Entrepreneur, Marc et moi-même avons pour mission d'étudier, documenter et partager les principes du succès entrepreneurial et de la haute performance. Nous t'envoyons d'ailleurs notre meilleur value dans son format le plus dense, directement dans ta boîte mail, pour qu'on puisse ensemble rester performant par habitude et réussir par principe. Il te suffit d'aller sur notre site entrepreneur.com et de scroller jusqu'en bas de la page ou cliquer directement sur l'onglet « Recevoir la value ». Et avant de passer à la value du jour, n'oublie pas que tout peut être appris, entrepris et accompli. Bonne écoute. Aujourd'hui, je me retrouve avec Marc et il a le plaisir de nous rejoindre depuis le Grand Nord, depuis la Norvège où il est toujours en échange. Donc Marc, déjà, tu peux nous faire un petit bonjour ? Merci beaucoup. Bonjour Romain, bonjour les entrepreneurs. Je suis de retour enfin sur un épisode. Donc je me réjouis particulièrement de drop sur le sujet d'aujourd'hui. Exactement, parce qu'aujourd'hui, on va revenir à la fondation, on va revenir à la clarté, comme on aime bien le dire, tout commence par la clarté, qu'on avait déjà plusieurs fois défini ou en tout cas décomposé en connaître par exemple sa vision ou se connaître soi-même ou connaître ses habitudes ou ses aptitudes, etc. Aujourd'hui, on va rester quand même sur un niveau assez macroscopique et simplement partir du constat que dès le moment qu'on se connaît, c'est à ce moment-là que l'optimisation est possible et l'optimisation de la performance. Et on va essayer de recouper plusieurs ressources, notamment académiques ou des expériences en contexte académique ou professionnel, ainsi que nos lectures habituelles pour essayer de trouver en fait l'essence de qu'est-ce qui fait qu'on se connaît bien et qu'on peut l'utiliser pour performer au mieux. Donc sans plus attendre, Marc, il peut nous expliquer un petit peu plus de quoi il s'agit. Exactement, et c'est ça qui est intéressant justement avec le sujet de la connaissance de soi, la self-awareness en général. C'est jamais un processus qui est fini. Donc c'est toujours quelque chose qui est continuel, qu'on peut constamment renforcer et développer. Donc c'est pour ça qu'on a déjà fait quelques podcasts là-dessus, on parlait de clarté, etc. Mais déjà avec tout le temps qui s'est écoulé entre les deux, notre perspective de la connaissance de soi en général et notre perspective de notre propre connaissance de soi a pas mal évolué à travers les expériences qu'on a pu faire, les personnes qu'on a pu rencontrer et voilà tous ces projets un peu. Et donc c'est pour ça qu'on peut continuellement en fait rajouter des choses à ce domaine-là. Et c'est ce qu'on va essayer de faire dans ce podcast-là. On va vraiment parler de la connaissance de soi pour la performance. Donc voilà, encore une fois, tout commence par la clarté. Donc que ce soit avec la vision. En fait, j'aime bien cette image, c'est que si on ne sait pas où on veut aller, comment est-ce qu'on peut savoir quelles étapes on doit mettre en place pour arriver à où est-ce qu'on aimerait aller? Parce que ça doit toujours être finalement la première chose qu'on aimerait établir, c'est la destination, à peu près d'avoir une vague idée d'une destination finale. Parce que si, par exemple, un avion ne sait pas où il va se perdre entre deux. Donc ça, c'est un peu le principe de base de la connaissance de soi, mais c'est beaucoup plus global que ça. Donc je vais laisser Romain expliquer un peu ce terme et puis un peu les débouchés de ce domaine-là. Ouais, exactement, parce que depuis quelques années, on se fascine pas mal pour la haute performance et par exemple, par les biographies, on a pu constater que de manière générale, toute personne qui a accompli quelque chose de relativement extraordinaire avait quand même un sens de sa propre identité extrêmement affirmé, ou en tout cas un sens de sa propre vision extrêmement affirmé. On pourrait prendre Arnold Schwarzenegger, par exemple, qui en parle tout le temps, encore et encore, parce que c'est un petit peu une de ses règles d'or comme il les présente. Mais on peut être beaucoup plus généraux que ça et se dire, voilà, si on n'a pas cette claire vision, on pourra absolument pas accomplir quelque chose de phénoménal. Et c'est certainement pas un hasard que toute personne qui a fait quelque chose d'extraordinaire met ça en avant quand on leur en parle des années plus tard ou quand on fait des interviews. Toute personne, en fait, même s'il ne l'avait pas conscientisé, se rend compte que finalement, il y avait quand même un plan avant même d'embarquer sur le chemin. Et donc, pour nous, la connaissance de soi, c'est simplement la connaissance de notre propre système et comment il performe au mieux. Donc, finalement, c'est un prérequis pour optimiser notre performance. Et j'adore l'analogie du sport pour ça, parce que toute personne qui fait du sport pourra totalement comprendre que pour un sport donné, connaître sa morphologie déjà, c'est un atout phénoménal parce que, admettons qu'on veuille soulever de la fonte ou qu'on veuille courir le plus vite possible, connaître exactement nos propres leviers, notre propre
machinerie interne, eh bien, ça nous donne une marge de manœuvre supplémentaire pour optimiser la chose. Pareil avec le métabolisme. Si on aimerait gagner du poids, perdre du poids, optimiser sa santé ou son énergie, en nutrition, c'est toute une question de découvrir progressivement comment notre corps fonctionne et d'adapter ce qu'on lui donne en fonction. Et non pas acheter, par exemple, un PDF qui serait le même pour tout le monde, parce que ça n'a pas vraiment de sens. Et comme il le disait Marc, finalement, c'est une quête sans fin. Parce que même l'athlète, même Roger Federer, par exemple, qui a fait ses preuves, c'est la moindre des choses qu'on puisse dire, eh bien, il est certainement toujours en train de découvrir des petits ajustements possibles sur comment il tient sa raquette potentiellement ou comment il met un pied devant l'autre. Même lui, je suis quasiment certain qu'il en apprend tous les jours. Et d'ailleurs, il a certainement plusieurs coachs qui le guident dans cette découverte de son propre système pour l'optimiser. Et ça, j'adore ce prérequis de la performance avec la connaissance de soi. Ça peut s'appliquer à n'importe quelle performance, donc que ce soit même sociale, par exemple. C'est hyper important de connaître, d'être clair sur ses propres valeurs, d'être clair sur qu'est-ce qu'on peut amener comme valeur aux autres personnes. Et trop souvent, dans tous les domaines de la vie, les gens fonctionnent un peu en pilote automatique. On parlait pas mal de ça dans les podcasts, mais ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Mais ce pilote automatique où les gens ne se posent même pas des questions, ils go through the motion, comme on peut dire. Ils réagissent en fait aux stimuli extérieurs, aux circonstances extérieures, aux événements extérieurs, sans vraiment réfléchir par rapport à ce qui s'est passé. Et en fait, c'est cette réflexion, je sais que Romain a une belle équation là-dessus, mais c'est cette réflexion sur des événements qui se sont passés ou sur sur des personnes qu'on a rencontrées qui crée en fait la vraie valeur. Et par exemple, en reprenant cet exemple du social, si on va dans un meeting, on va dire, on fait, par exemple, on fait une présentation et puis on se rend compte que voilà, ce message-là a touché certaines personnes, l'autre message n'a pas touché cette personne-là. Et en fait, après l'événement, on peut se dire, mais ok, donc quand j'étais dans ce mode-là, quand j'étais un peu plus dans cette énergie-là, les gens répondaient de cette façon-là, mais quand j'étais dans l'énergie contraire, les gens répondaient d'une autre façon. Donc là, tu vas apprendre, genre, voilà, ce message que j'ai apporté va amener peut-être plus de valeur à ce genre de personne et un autre message va pouvoir apporter plus de valeur à quelqu'un d'autre. Donc cette connaissance de soi par rapport à ça va t'aider, par exemple, dans un prochain événement, à atteindre plus de gens et avoir encore plus d'impact. Et c'est même pour les relations sociales de tous les jours. Si tu rencontres des personnes, tu vas dire, OK, cette personne-là, c'est un peu une sorte de catégorisation que j'ai un peu dans ma tête, que j'applique au quotidien. Je me dis, bon, cette personne-là, par rapport à l'intuition que j'ai un peu par rapport à elle et les choses que je connais par rapport à elle, je vais plutôt la mettre un peu dans cette catégorie-là. Donc, les gens qui sont dans cette catégorie-là vont être impactés par cette valeur précise que je peux leur amener. Par contre, si je leur amène une valeur, la valeur que je peux apporter, qui n'est pas en lien avec leur connaissance d'eux-mêmes, en fait, ils vont pas répondre à ce message d'une façon positive. Donc, c'est vraiment un prérequis, la connaissance de soi, mais aussi la connaissance d'autres personnes pour optimiser la performance dans n'importe quel domaine, en fait. Et comme Romain dit, c'est vraiment une quête sans fin. Et ça, c'est vraiment important de souligner ça parce que je l'ai remarqué dans les derniers mois, c'est que j'ai passé beaucoup plus de temps un peu sur la connaissance de moi plus personnelle et plus sociale, mais j'ai un peu laissé de côté tout ce qui est connaissance de soi plus en mode carrière, en mode passion, etc. Et j'ai remarqué avec le temps qu'en fait, cette connaissance de toi-même dans ce domaine-là s'évapore de plus en plus. En fait, elle est de plus en plus vague. Et quand tu y repenses, tu es là, mais il y a un an, j'étais beaucoup plus clair sur la direction dans laquelle je voulais aller, alors que maintenant, c'est beaucoup plus vague. Ça peut être un bon signe, puisque tu as évolué, puisque tu as vu d'autres choses qui vont peut-être te permettre de changer un peu ton jugement, mais ça peut aussi être une mauvaise chose dans le sens où tu es un peu plus perdu sur les étapes que tu mets en place dans ta vie chaque jour et tu perds un peu ce why, ce pourquoi tu fais les choses tous les jours et pourquoi tu travailles sur certaines choses. Donc, c'est un peu ce que je voulais rajouter aussi par rapport à ce point. Ouais, c'est super intéressant parce que tu mentionnes la connaissance de soi, mais collective finalement. Et c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter dans 2 cours précis qui sont un petit peu en dehors du cursus classique d'HEC ou d'école de commerce. C'est un cours de leadership et un cours de développement personnel finalement. Et ces 2 cours avaient un petit peu de théorie et puis un modèle quand même de base sur lequel on se calquait pour faire notre aventure ou faire notre exploration, comme les profs ils l'appelaient. Et les 2 profs, alors je ne sais pas s'ils sont en contact, mais
dans leur modèle, ils commençaient tous les deux par la connaissance de soi. Et en fait, tous les deux, ils nous donnaient des exercices où on devait, par exemple, noter nos valeurs ou noter nos aptitudes en fonction de différents critères. Par exemple, certaines personnes sont très, très fortes à se concentrer, d'autres sont beaucoup plus fortes à se connecter avec d'autres personnes. Et on était tout le temps comme ça en groupe en train de faire de la recherche de données finalement sur nous-mêmes, mais en contraste. On va dire dans un contexte, on pouvait se comparer les uns aux autres. Et ça devient super intéressant parce que je l'avais mentionné dans un épisode sur les biais cognitifs, finalement, le cerveau humain n'a pas d'échelle absolue. Le cerveau humain, il n'est pas tout à fait capable de dire, OK, moi, je suis extrêmement bon à me concentrer. Parce que il ne sait pas finalement comment les autres sont capables à se concentrer. Et ça devient très intéressant de justement aller en tant que explorateur, explorer notre environnement, explorer notre contexte et se confronter à d'autres personnes, à d'autres membres de notre équipe et se dire ah bah tiens, je croyais que je savais me concentrer, on va dire 9 sur 10, mais finalement quand je les vois travailler, je suis plutôt à 6 sur 10 moi. Et c'est comme ça qu'on peut gentiment raffiner notre procédé de connaissance de nous-mêmes. Et avec Marc, c'est exactement ce qu'on a fait sur les dernières années. Au début, on était persuadés qu'on avait la même vision, les mêmes valeurs, les mêmes compétences. Et si on se repose la question aujourd'hui, je pense qu'on est quasiment convaincu qu'on est des opposés drastiques, ce qui n'est certainement pas le cas, mais on a évolué dans notre contraste, on a évolué dans notre comparaison. Et finalement, on appellerait ça un benchmark en anglais, simplement avoir un point de référence et grâce à ça, savoir se juger. Et c'est justement quelque chose que j'ai trouvé très pertinent dans ces deux cours un petit peu contextuels, finalement, ils s'appellent comme ça. C'est que dès le moment que tu entres dans cette dynamique avec quelqu'un ou avec un groupe, non seulement la dynamique de groupe, elle devient beaucoup plus intéressante et stimulante parce que tout le monde en apprend non seulement sur le cours ou la méthode ou le contenu, mais tout le monde en apprend sur soi-même. Et ça donne on va dire un environnement qui est stimulant par défaut en lui-même. Complètement, et c'est génial, enfin, c'est ce qu'on veut dire quand on parle de comparaison positive un petit peu. Je sais plus qui disait ça, mais je me rappelle d'avoir lu quelque chose ou entendu quelque chose où quelqu'un parlait de façon pratique pour augmenter un peu sa self-awareness, sa connaissance de soi. Et il parlait justement du fait de demander du feedback aux autres gens, en fait. Et ça peut être hyper difficile de poser cette question que tout le monde redoute. Qui est qu'est-ce que tu penses de moi ou comment est-ce que tu m'évaluerais sur ces points-là, etc. Et ça peut être hyper intéressant en fait si tu demandes à des personnes qui te connaissent bien ou même des personnes que tu viens de rencontrer de demander mais quelle première impression je te fais, qu'est-ce que tu penses de ma façon de communiquer, qu'est-ce que tu penses de ça et ça. Et en fait rien que d'entendre ça de plusieurs personnes d'une perspective extérieure va t'apporter des nouvelles données un peu que tu peux analyser ensuite dans ton process intérieur qui vont être beaucoup plus puissantes que si tu te mets juste sur ton Evernote à ce que j'ai tendance à faire et juste que tu écris, tu te poses des questions à toi-même et tu te réponds à tes propres questions. Donc en plus, ça se rajoute encore à tous les biais cognitifs que vous pouvez retrouver dans l'épisode que Romain avait fait il y a quelques épisodes. Mais je pense que ça, c'est un exercice qui est super intéressant, que j'ai pas encore testé, mais on le fait en fait d'une façon indirecte, un peu justement avec Romain à deux. Et même dans différents cours qu'on peut avoir dans notre cursus, ça pourrait être intéressant de le faire un peu d'une façon plus consciente. Après, c'est important, je pense, si tu fais cet exercice, de demander à plusieurs personnes. Parce que si tu demandes juste à une ou deux personnes que tu connais très bien, ils vont peut-être être biaisés un peu dans leur jugement, puis voilà, ils vont te dire des choses un peu plus positives ou je ne sais quoi, mais ça peut être intéressant de même envoyer des mails à des gens, parce que peut-être que par écrit, les gens seraient plus confortables à te dire un peu d'une façon plus honnête. Donc voilà un petit exercice que potentiellement vous pourriez mettre en pratique dans les prochaines semaines ou dans les prochains jours, qui est assez puissant. Ouais, et on reviendra avec d'autres exercices en fin d'épisode, puisqu'on en a listé quelques-uns qui nous ont aidés ou qui ont aidé des gens qu'on connaissait. Enfin, voilà une petite liste potentielle. Puis je voulais rebondir là-dessus en disant que c'est exactement ça finalement. Tu peux pas savoir si tu demandes pas ou si tu n'as pas un feedback d'une sorte ou d'une autre. Et mon modèle actuel que j'ai utilisé depuis quelques années, c'est d'ailleurs, il me semble, ce modèle qui m'a permis de te connaître finalement, c'était d'avoir un sens d'identité maximum, c'est-à-dire être moi-même au clair, par exemple, comme mentionnait Marc avec un Evernote ou juste se connaître soi-même suffisamment clairement pour en maximiser cette clarté, maximiser ce sens d'identité
et pouvoir ensuite maximiser le degré d'intégrité ou d'authenticité, suivant comment on veut le formuler, de manière à ce qu'on soit un petit personnage finalement qui explore son environnement avec en dessus de sa tête un petit peu la liste de ses valeurs ou la liste de ses, pas forcément ses opinions, mais en tout cas ses perspectives ou son paradigme général. Et ce qui devient intéressant, c'est que d'autres personnes qui sont pas encore, qui seraient pas forcément autant au clair ou qui se posent des questions, pourraient justement utiliser ce personnage, qui serait moi dans ce cas-là, comme potentiel benchmark ou comme point de référence pour se comparer et peut-être trouver des points d'accroche ou des points communs finalement. Et souvent, en utilisant ce modèle que j'avais déjà expliqué plusieurs fois, ça me permettait de me connecter avec les personnes en fait idéales pour ce que je voulais développer ou ce que je voulais discuter, parce que j'avais mis en avant en fait l'ordre du jour de ce que j'avais envie de discuter, et les gens pouvaient comme ça rejoindre le forum, rejoindre la discussion. Évidemment, c'est au sens figuré, je me promène pas avec une étiquette sur le front, mais c'est un peu l'impression que ça donne. Est-ce que ça t'avait marqué à l'époque? Oui, complètement. Puis je pense que c'est ça qui m'avait aussi, enfin rien quand on s'était rencontrés un peu au lycée justement, euh, enfin, pour moi cette étiquette-là était très visible et peut-être qu'elle est justement visible pour les bonnes personnes et du coup c'est peut-être pour ça en fait que ça nous a rapprochés. Personnellement, j'ai beaucoup plus de peine à afficher cette étiquette-là d'une façon consciente parce que justement, on a des différentes personnalités, on a voilà, différentes manières de faire. Mais clairement, c'est quelque chose qui est hyper puissant. Et c'est quelque chose que j'ai fait aussi au début de mon échange grâce à Romain qui m'avait partagé cet exercice-là, où en fait, je m'étais fixé ma propre marque, on va dire, ma propre personal brand de comment est-ce que j'aimerais être vu par les gens qui sont autour de moi, par les gens avec lesquels j'interagis. Donc peut-être que de toute façon, on pourra en reparler à la fin du podcast dans les exercices que tu voulais aborder. Mais ça, c'est en tout cas une pratique très intéressante. Puis ensuite, pour revenir peut-être plus à un aspect un peu plus entrepreneurial, il y a cette notion d'ikigai qui est assez connue en fait, dans le milieu un peu du développement personnel et même dans l'entrepreneuriat en général, et qui est en fait, donc j'ai le modèle sous l'œil, sous les yeux, sous l'œil, ça veut rien dire. Donc c'est un peu l'intersection de qu'est-ce que t'aimes faire, dans quoi t'es bon, donc qu'est-ce que tu peux être payé pour faire, et qu'est-ce que ce dont le monde a besoin. Donc en fait, tu vas trouver l'intersection de tout ça qui va être un peu vu comme ton ikigai. Donc je pense que c'est un modèle qui est intéressant parce que ça permet un peu de structurer les différentes parties pour que tu puisses arriver à une sorte de résultat. Nous, on adore ça comme en étant un peu dans le monde académique, on adore quand il y a différentes perspectives comme ça et qu'on peut combiner ça et trouver euh, un modèle qui résume un peu le tout. Mais je pense que ça restreint quand même pas mal les choses parce que de trouver un ikigai, enfin, je passe. Pour moi, ça restreint beaucoup le domaine des possibilités. Donc, moi, j'ai souvent de la peine à justement restreindre un peu mes options et de continuer sur une seule option, on va dire. Donc, pour moi, j'ai jamais vraiment utilisé de façon pratique ce modèle-là, mais je sais pas si Romain, tu as eu d'autres expériences là-dessus. Personnellement, je le connaissais juste de la théorie. Donc, je l'ai jamais vraiment appliqué par moi-même. Oui, alors je l'avais vu dans plusieurs livres. Je ne l'ai pas forcément appliqué consciemment, mais vu que je m'intéresse quand même à des choses qui sont relativement bien monétisables de manière générale, j'ai toujours eu tendance à me concentrer sur les éléments avec lesquels j'ai été capable d'apporter de la valeur. Et c'est quelque chose que j'avais bien réussi à tester déjà au niveau de la nutrition quand j'avais 16-17 ans et que je me formais là-dessus et que j'étais capable d'apporter une valeur, alors certes intangible, mais quand même visible à quelqu'un. Et je me rendais compte que voilà, c'est quand même un marché qui existe. Et inconsciemment, j'avais un petit peu cette notion dans le fond de ma tête, mais je pense qu'il faudrait les cumuler ou les collectionner. Parce que on a une multitude d'activités ou une multitude de petits dons ou simplement de capacités qui pourraient être l'intersection de quelque chose qu'on aime bien faire, quelque chose qui est utile, quelque chose qui peut être rémunéré, etc. Donc, si on était capable de faire des collections d'activités pour avoir notre collection d'ikigai, ça peut devenir très intéressant, et même d'un point de vue de la modélisation. Alors là, c'est le geek qui parle, mais on pourrait les superposer finalement et voir en fait depuis en haut où est-ce que tous nos ikigai convergent. Ce serait super intéressant de voir s'il y a peut-être une description d'un job ou un titre, ou peu importe, on peut même l'inventer finalement, mais voir si l'intersection de tous nos ikigai
aurait un nom finalement, ou aurait une identité. Par exemple, serial entrepreneur ou conférencier, etc. Donc ça, ce serait par exemple des choses qui m'intéresseraient. Et je pense que, comme tu le disais, ce serait trop restrictif. Mais dès le moment qu'on a au moins un, voire plusieurs ikigai, eh bien, ça nous permet de switcher de notre barre de volonté, où on se force à faire des activités, ou en tout cas, on utilise notre barre d'énergie, et ça nous pousse vers cette espèce de générateur d'énergie assez viscéral comme ça, où on a de l'énergie quasiment infinie. Et ça, c'est quelque chose que j'avais expérimenté à plusieurs moments. J'en avais parlé dans l'épisode sur les jeux vidéo. Mais finalement, le jour où tu es capable de travailler sans t'en rendre compte ou sans te rendre compte que tu es en train de travailler, c'est là finalement qu'il y a un point extrêmement stratégique, puisque les autres personnes qui essayeraient de faire ça seraient en train de s'essouffler, alors que tu pourrais être en train de générer de l'énergie et finalement être garanti d'être en tête de course, voire de gagner le marathon. Est-ce que tu avais expérimenté ça, toi? Pas complètement. Et justement, en raisonnant un peu avec ce que tu viens de dire par rapport à l'énergie illimitée, que j'ai complètement retrouvé quand justement j'étais très clair sur ma mission et sur mon pourquoi en fait finalement. Mais en fait, ce que je trouve intéressant dans ce modèle d'ikigai, c'est que de toute façon, on sait que dans notre mission, dans notre purpose, même si on fait des choses qui sont alignées avec ce qu'on aimerait faire, donc avec, on va dire, notre ikigai, on fera de toute façon des choses qui nous plairont pas, des choses qu'on n'aimera pas, des choses qui nous font chier et sur lesquelles va vouloir procrastiner. Donc ça, de toute façon, ça va arriver, mais il y a trop de gens en fait qui pensent que si ils trouvent leur ikigai, leur super pourquoi, etc., en fait, ils vont faire seulement des choses qu'ils adorent. Et en fait, la réalité, c'est que la plupart de ces choses-là, enfin des choses que tu feras, c'est pas forcément des choses que tu vas aimer, mais en fait, ton ikigai en général, enfin ce switch de la volonté limitée à l'énergie viscérale quasi infinie, va te permettre de rationaliser les choses que tu fais parce que tu sais que tu les fais pour une bonne cause en fait. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant à retrouver dans ce modèle-là parce que ça fait en fait toutes ces intersections et on voit qu'il y a seulement une petite partie de ces cercles qui se retrouvent qui partagent, qui sont combinés en fait pour faire, pour donner cet ikigai au milieu. Donc il y a la grande majorité des choses que tu feras qui seront pas forcément exactement dans ta combinaison de compétences et de la combinaison de ce que tu aimerais faire. Donc, je pense que ça, c'est un truc assez intéressant justement à prendre en compte. Le fait, ben voilà, la plupart des choses que tu feras, même si c'est aligné, c'est pas forcément des choses que tu aimeras faire. Oui, complètement. Et ensuite, on peut prendre cette fonction d'optimisation en fait sur le cours de notre carrière ou de notre chemin et se dire, OK, ben, mon but finalement, ça va être d'optimiser ou d'augmenter la proportion de choses qui se rapprochent du centre et du coup de ce qui est le plus aligné et ce qui me génère le plus d'énergie. Et juste une petite anecdote que je voulais placer parce que j'écoutais récemment un investisseur parce que je m'intéresse un petit peu à la finance ces derniers temps parce que je veux apprendre des choses que je ne maîtrise pas, on va dire, sur mon temps libre. Et il disait que il avait à peu près 80 ou 80 heures de travail par semaine. C'était quelqu'un qui travaillait beaucoup et qu'il avait l'impression d'en travailler que 10. Parce que justement, pendant 10 heures à peu près, il avait quand même beaucoup de choses à faire par rapport aux taxes, par rapport à l'administratif, etc. Et que le reste de son temps, il était quand même capable de travailler sur ce qui l'intéressait, l'immobilier, etc. Et c'est là quand même qu'on se rend compte que même quelqu'un qui n'aurait même plus besoin de travailler, qui serait juste investisseur et puis extrêmement riche, finalement, il a quand même 10 heures par semaine finalement de travail administratif forcé ou de choses qui ne lui plaît pas. Et je pense que ça, c'est quelque chose à garder en tête. Et juste pour finir avec deux, trois références, on voulait expliquer avec Marc pourquoi finalement toute cette discussion, elle devient extrêmement pertinente dans le contexte actuel. Parce que on se rend compte, notamment par l'université, que la plupart des travaux qui demandent la plus grande performance ou la plupart des travaux les plus innovants qui doivent résoudre les plus grands problèmes de cette terre, parce que notre université est assez focalisée là-dessus pour certains programmes, eh bien, c'est toujours du travail d'équipe. C'est très, très rare qu'on ait vraiment un travail seul au niveau académique ou au niveau projet, ce qui nous déplaît parfois avec Marc parce qu'on est plutôt voilà, solitaire parfois. Mais au final, ça nous fait constater que si on veut avoir une réelle performance, un réel impact, on va être obligé de collaborer. Comme on le disait, bah finalement, le business, c'est un sport d'équipe ou la progression, c'est un sport d'équipe, peu importe. Et on en revient à la connaissance de soi au niveau collectif, parce que pour placer une petite analogie de football, on a toujours avantage à connaître le bon pied de notre attaquant. Et je pense que ça, c'est d'autant plus important de nos jours où on est
entre guillemets forcés de travailler en équipe et de collaborer parce que finalement, le travail qu'on peut faire tout seul, pourquoi un algorithme ne pourrait pas le faire un jour? Notre but, c'est quand même d'interagir en tant qu'humain. Donc voilà un petit peu la base de référence et d'ouvrages possibles. Et je voulais juste encore placer le livre Managing Oneself de Peter Drucker, qui est extrêmement court et qui parle justement, c'est un grand penseur du management et très réputé aux États-Unis. Et il met vraiment en avant cette notion de se connaître soi-même, connaître comment on écoute le mieux, comment on écrit le mieux, comment on apprend le mieux. Et j'ai trouvé ça assez contre-intuitif parce que dans un contexte où on pense que voilà, toutes les personnes à Harvard, ce sont des surhumains, etc. Bah non, en fait. Il y a quand même une grosse base qui se crée sur ce processus de se connaître soi-même et c'est pas donné ou c'est pas inné ou c'est pas un talent. Voilà ce que je voulais placer en dernier. Et c'est super intéressant justement cette dynamique d'équipe. Juste, je rajoutais aussi quelque chose là-dedans parce que c'est un peu en continuation de ce que j'ai dit avant, mais c'est hyper intéressant, hyper important en tant que défenseur de connaître le bon pied de l'attaquant adverse. Mais après, en tant qu'attaquant nous-mêmes, par exemple, c'est hyper important de connaître notre propre bon pied aussi. Et ça, je pense que il y a pas mal de gens qui oublient en fait très souvent quel est leur propre bon pied. Et même dans cette dynamique d'équipe, en fait, je trouve que une équipe parfaite, ce serait des gens qui savent en fait vraiment eux, enfin ils sont très clairs sur leur propre connaissance d'eux-mêmes, donc très clairs sur les compétences qu'ils ont, sur les forces qu'ils ont, et très clairs sur ce qu'ils n'ont pas aussi. Parce que beaucoup trop de gens, des fois, dans cette dynamique de groupe comme ça, vont essayer de faire des choses pour lesquelles ils ne sont pas forcément qualifiés. Et du coup, on va se retrouver avec une équipe où des gens vont faire des trucs pour lesquels ils ne sont pas qualifiés, alors que s'ils switchaient un petit peu et puis qu'ils y avaient montré vraiment leur vraie marque personnelle, on va dire, au début, ou exposé leurs vraies compétences, on aurait pu changer ça et tout le monde aurait pu faire ça d'une façon beaucoup plus efficace et d'une meilleure qualité. Donc, par exemple, avoir dans une team, on sait, voilà, ce gars-là, c'est le leader, donc on va le laisser leader les meetings, etc., parce qu'il le fait très bien. Et si on laisse faire ça, par exemple, un autre type, ça va être le bordel. Et par exemple, ce gars-là, il est très bon à écrire, à l'écriture, donc lui, on va le laisser écrire tout ça. Ce gars-là adore les détails, il est très rationnel et tout, donc lui, on va le laisser un peu relire le dossier, relire le travail, et puis lui donner un peu cette fonction-là. Puis on aura peut-être un autre qui adore présenter ou je ne sais quoi. Donc comme ça, on aura vraiment notre dream team où tout le monde travaillera sur les compétences qu'il a et pourra en quelque sorte déléguer ceux qui n'a pas en fait. Et c'est, je pense, ça un peu la dynamique que peut jouer la connaissance de soi et la connaissance des autres dans une équipe. Ouais, et là, on retombe en fait sur les grands débats de l'entrepreneuriat au sens des startups finalement. On a toujours cette idée, voilà, il y a le gars qui est plutôt business, tu as le gars qui est plutôt tech ou simplement développeur et tu as l'autre qui est plutôt finance. Et c'est comme ça qu'on a l'habitude d'imaginer l'archétype d'une dream team. C'est assez intéressant d'en revenir. Et finalement, on voulait parler de quelques exercices qui nous ont aidés ou qu'on sait être efficaces pour développer progressivement, parce que finalement, ce sera toujours progressif, notre connaissance de soi. Et vu que Marc, c'est un petit peu le maître des exercices, je vais le laisser introduire en tout cas ses préférés. Alors déjà, un de mes préférés que j'arrive à lire là, mais qui est très difficile et que j'ai essayé d'appliquer, mais qui est vraiment compliqué, c'est l'exercice de la journée parfaite. Donc le fait de voilà prendre un papier ou Evernote ou je ne sais quoi et de réfléchir à si je pouvais vraiment choisir, que j'avais toutes les libertés du monde, quelle serait ma journée parfaite. Et du coup là, je pense que justement dans cet exercice-là, il y a extrêmement beaucoup de biais cognitifs et extrêmement beaucoup d'influences externes qui jouent un rôle en fait. Parce que par exemple, si tu fais cet exercice-là et puis que tu es super fatigué parce que tu viens de passer toute une journée à travailler sur des trucs qui te font chier, bah, tu vas dire oui, bah, ma journée parfaite, c'est de dormir toute la journée et regarder des séries Netflix. Donc tu seras un peu biaisé peut-être de ce côté-là. Mais après, je pense que c'est là où la vraie valeur entre en jeu, je pense, c'est de le faire plusieurs fois en fait. Parce que comme ça, tu auras différentes versions un peu de journée parfaite. Et ensuite, à la fin par exemple, pendant une semaine, tu fais cet exercice tous les jours, peut-être à différents moments, etc. Et en fait, à la fin de cette semaine, tu reprends tous les principes qui se recoupent dans les différentes versions de ta journée parfaite. Et comme ça, tu auras une idée beaucoup plus claire de ce que tu aimerais vivre en fait tous les jours. Et c'est un peu, je sais plus, c'était Steve Jobs qui disait un truc comme quoi, si tu te réveillais le matin et puis que tu n'étais pas excité que tu voulais pas faire ce que tu fais cette journée-là pendant toute ta vie, c'est que tu n'étais pas dans la bonne direction, un truc comme ça.
je suis pas complètement d'accord avec ça, mais ça entre un peu dans la perspective de cet exercice-là. Et justement, je l'avais fait, cet exercice, mais puisque j'ai un peu, justement, comme je viens de le dire, un peu ce biais où j'aime pas me restreindre à certaines activités ou à une certaine direction, euh, bah ça a ajouté beaucoup de valeur en fait de le faire tous les jours et d'avoir à la fin une sorte d'une aggregate evaluation de ce que tu aimerais faire dans tes journées. Et, euh, et voilà, du coup, c'est un peu ça, cet exercice de la journée parfaite. Donc, je peux vraiment vous inviter à le faire. C'est très intéressant et ça donne un peu la clarté en plus sur ce que tu dois faire tous les jours. Ouais, c'est assez magnifique parce que finalement, tu es en train de chercher les principes ou les activités qui se recoupent et après, tu peux dézoomer puis mettre un nom sur un type d'activité ou un bloc. Par exemple, tu dis que ton après-midi devrait être plutôt social, à peut-être donner un workshop ou une conférence ou partager quelque chose. Et du coup, tu n'as pas besoin de mettre précisément que ce sera un workshop dans tel hôtel à faire ça. Non, tu pourras juste dire, voilà, mon après-midi aura pour but de transmettre, par exemple, parce que j'ai passé ma matinée à apprendre. C'est vraiment très général, mais ça nous donne une idée qu'on catégorise comme ça des groupes d'activités plutôt que voilà, être extrêmement précis sur quelle pointure de chaussures on aura avec quelle marque, etc. Enfin, on peut aller dans les détails, mais la vraie valeur des détails, finalement, c'est de voir où ils se recoupent. Et pour ma part, c'est un peu le même exercice, enfin, c'est la même démarche de chercher ce qui se recoupe, mais au niveau des mentors ou des idoles ou des héros, comme on pourrait les appeler. Donc, on a tous, à mon avis en tout cas, je pense que toute personne qui s'intéresse à la performance, au développement personnel, à l'entrepreneuriat, si on prend le temps de les lister, on a tous quand même une bonne liste de personnes qui nous inspirent. Et toute personne qui nous inspire ne nous inspire pas, on va dire, au niveau global. Chez toute personne, il y a des choses qui ne nous plaisent pas ou qui nous paraissent pas idéales ou alignées avec ce qu'on voudrait faire. Du coup, la valeur que j'avais trouvée, c'était de décomposer notre liste d'inspiration et simplement mettre à côté de chaque nom pourquoi cette personne nous inspire. Et précisément quel adjectif peut-être. Et si on arrive à mettre un adjectif précis sur chacun de nos mentors ou peut-être plusieurs, peu importe, eh bien après on peut faire une liste qui devient super intéressante parce que finalement cette liste, ça nous donne un peu l'ADN de qui on voudrait être. Et comme on avait dit une fois avec Gianni Bergandi sur un des épisodes, finalement quand tu es clair sur l'identité, eh bien les actions en découlent logiquement finalement. Même si c'est pas forcément facile, au moins les actions à entreprendre deviennent évidentes. Et c'est pour ça que j'adore cet exercice parce qu'on peut constamment le raffiner parce qu'on aura des nouveaux mentors, on aurait des nouvelles personnes qui nous inspirent et on continue notre liste, on met les traits de caractère ou les adjectifs qui nous inspirent et au final, on a cet agrégat, comme il disait avant Marc, qui nous permet de se dire, OK, la somme de toutes ces composantes, finalement, c'est mon moi idéal et de cette base-là, qu'est-ce qui peut en découler ou qu'est-ce que j'en dérive sur la quête que je dois faire pour y arriver. C'est complètement ça et c'est exactement la même dynamique que quand tu vas regarder un mentor ou une personne très connue et tu vas te poser la question, mais est-ce que j'aimerais vraiment sa vie? Est-ce que, ok, il m'inspire dans le contenu que je lis de sa part, ok, il est motivant et tout, mais est-ce que si je me mettais vraiment à sa place, est-ce que j'aimerais vraiment sa vie? Donc, par exemple, j'ai réfléchi à ça avec Jeff Bezos. Il y a beaucoup de gens qui aimerait être Jeff Bezos juste parce c'est l'homme le plus riche du monde euh, et que je sais pas, il peut s'acheter n'importe quoi. Mais je me suis posé la question et je me suis dit, mais est-ce que j'aimerais vraiment être Jeff Bezos? Donc, être Jeff Bezos, c'est pas seulement avoir sa vie maintenant, mais c'est aussi être passé par tout le parcours par lequel il est passé pour arriver à Jeff Bezos de maintenant. Et quand je réfléchis à ça, bah, je me dis, mais non. Enfin, j'ai pas du tout envie de prendre sa place avec toute cette pression, toutes ces critiques qui se prennent de tous les côtés, machin. Même si c'est l'homme le plus riche du monde, c'est pas forcément une personne que j'idéalise pour son style de vie, on va dire. Donc, c'est pas forcément une personne que j'aimerais devenir. Donc, je pense que justement, un exercice comme ça, rien qu'une réalisation comme ça peut t'apprendre énormément, en fait, sur toi-même et sur ce que tu valorises vraiment dans ta vie. Oui, complètement. Et deux petits exercices en plus qui sont un peu finalement des dérivés, ce serait de lister ou bien de décrire en détail notre business partner enfin, favori ou idéal ou notre associé ou bien notre ami, enfin peu importe. Juste essayer de décrire la personne parfaite et ça ne voudra pas dire qu'on
doit devenir exactement la même personne, mais ça nous donne quand même une bonne indication parce que ça nous permet de nous poser la question suivante. Si cette personne existait ou si elle était à ma portée ou peu importe, qu'est-ce qu'elle chercherait? Et grâce à ça, ça nous dit, OK, j'aimerais cet associé-là, très bien. Qu'est-ce que moi je devrais faire pour finalement être l'associé naturel de cette personne? Et ça nous permet de penser un petit peu à l'inverse. Pareillement pour les valeurs, on peut refaire notre liste, même si c'est pas super facile, je trouve, de définir les valeurs. Il y a pas mal de ressources en ligne avec des listes longues comme le bras pour pouvoir un peu faire notre shopping de valeurs. Et finalement, l'étape 2 qu'on avait abordée, c'est que puisque tout est relatif et qu'il n'y a pas d'échelle absolue, une fois qu'on a fait tous ces exercices, qu'on a un petit peu sculpté notre propre statut, il va falloir aller la poser quelque part pour pouvoir avoir des points de référence et la comparer et finalement collecter ces points de données. Et je pense que Marc, on pourrait fermer là-dessus. Est-ce que tu aurais encore quelque chose à partager sur cette exploration pour en apprendre plus par contraste? Alors pas forcément, je pense qu'on en a pas mal parlé, même au début du podcast où on parlait justement de cette dynamique avec l'environnement. Donc je pense que on a déjà bien drop sur ce sujet-là. Donc voilà, je vous invite tout simplement à prendre des notes en fait sur ces différents exercices qu'on vous a conseillé de faire et de vraiment essayer de les appliquer. Je pense qu'au début, c'est toujours difficile d'appliquer en tout premier ces exercices-là, mais avec le temps, ça devient de plus en plus facile, je pense. Et c'est surtout des exercices qui nous ont amené énormément en fait dans notre propre connaissance de nous-mêmes et connaissance du monde et des gens autour de nous en général. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Donc voilà un peu les différents. Rien que de faire ces exercices-là, ça potentiellement pourra vous amener pas mal de valeurs de ce podcast-là. Donc, comme on dit tout le temps, information plus exécution égale transformation. Donc voilà, ce sera mon mot de la fin. C'est magnifique. Et je voulais rajouter encore un détail. Une fois qu'on a quand même cette base de données assez bien raffinée sur nous-mêmes, il y a cette pratique des affirmations qui peut devenir assez intéressante quand on sait dans quelle direction on veut aller ou on sait exactement quelle est la statue idéale qu'on aimerait sculpter. Je sais que ça aide certaines personnes, ou moi je le fais par moment aussi, d'écrire tous les matins ou tous les soirs ou les deux, simplement quelques bullet points sur cette version de cette personne qui serait notre idéal, etc. Et le fait de simplement l'écrire tous les jours, finalement, ça nous conditionne, ça nous lave un petit peu le cerveau dans la bonne direction. Donc ça, ce serait un petit peu la section pour aller plus loin. Et on va se quitter là-dessus. Exact, parfait. Bah, du coup, on vous laisse avec la super outro dans laquelle vous allez retrouver ma voix. Et nous, on se retrouvera dans un prochain épisode. À dimanche prochain. Voilà la fin de l'épisode, on espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous mettre un petit commentaire sur iTunes ou autre part, c'est ce qui nous aide le plus, c'est ce qui nous fait le plus plaisir. Autrement, on est toujours très heureux d'entendre tes retours et tes conseils, donc n'hésite pas à nous contacter sur les réseaux sociaux par message ou autre part. On a aussi une liste d'emails à laquelle on envoie de la value régulière, que ce soit des recommandations de livres, des bonus, des opinions, des articles, n'importe quoi. Donc n'hésite pas, pour ne rien louper de tout ça, à t'inscrire sur notre liste d'emails sur notre site, donc entrepreneur.com, pour être sûr de recevoir toute la value. Et sinon, on se retrouve dimanche prochain pour un prochain podcast. À dimanche prochain!